C'est bon cuisiner. Lundi 15h30 sur TV Rocker. Bonjour et bienvenue entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Roger. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui, vendredi, nous avons la chance de recevoir dans nos locaux, dans nos studios, la première femme et la première laïque à devenir rectrice de l'Université Saint-Paul. Ça fait 10 ans déjà. Avec elle, on va parler de son bilan et aussi on va parler des ententes d'arrimage avec les collèges et les cégeps. On a aussi Martin Cadieux qui est le metteur en scène du Théâtre en plein qui va nous parler de la toute nouvelle pièce, Les Protagonistes. C'est une pièce assez unique en son genre parce que elle réunit trois œuvres et puis avec lui, on va avoir plus de détails. Et puis bien évidemment, il va vous inviter à participer à voir cette pièce de théâtre-là. On a notre coach en perte de poids, Lise Hamilton Carrière, qui est aussi avec nous. Et avec elle, aujourd'hui, on va essayer de faire face à l'obésité. Donc, tout ça, ça sera en cours d'émission et je vous demande de rester connectés. Mais avant ça, je vais commencer à vous donner des informations comme d'habitude. Et je vais commencer avec la CCN, la Commission de la Capitale Nationale. Pourquoi j'en parle? Parce qu'ils étaient dans nos locaux il y a deux jours, je pense. Puis avec eux, on a discuté de tout ce qu'ils font dans la région pour surtout prévenir des dégâts ou des dégâts par rapport aux environnements, dans l'environnement dans lequel on vit, mais surtout par rapport aux populations. Fait qu'ils ont des barricades, des barrières qu'ils mettent souvent à certains endroits. Ils vous demandent vraiment de ne pas outrepasser ces barrières-là. C'est pas parce qu'on ne voit pas d'eau qu'il n'y a pas de danger. Donc, il faut vraiment faire attention. Et ça est venu tout de suite dans ma tête quand j'ai vu la pluie. Je me suis dit, OK, il y a forcément une montée d'eau qui va se faire. Donc, eux, ils sont là pour vraiment assurer notre sécurité, donc si on peut le dire ainsi. Donc, vous pouvez visiter leur site web parce qu'à chaque jour, ils essaient d'actualiser des informations pour notre sécurité. Donc, soit le site web, donc ccn-ncc.gc.ca ou même leur page Facebook. Parce que si vous nous suivez sur Facebook, vous pouvez juste aller sur la barre de recherche et avoir des informations qui vont s'actualiser au jour le jour. Ça, c'est pour la CCN et pour votre sécurité, bien évidemment. Demain, samedi 11 mai, c'est le Gala Saphir. Donc, je ne sais pas encore s'il y a des tickets, mais je préfère vous demander de prendre la chance. Si vous voulez vraiment participer, vous pouvez encore aujourd'hui, en ce moment-là même, prendre la chance de voir s'ils ont encore des tickets. Chose dont je ne suis pas tellement sûre, mais en tout cas, on peut prendre la chance d'aller voir s'il y a des tickets de disponibles. Donc, pour cela, vous pouvez aller à la FFO, donc Fondation Franco-Ontarienne. Le site web doit normalement s'afficher à l'écran. Et puis, vous pouvez la voir directement sur le lien qu'ils ont, donc www.fondationfranco-ontarienne.ca. Vous pouvez aller sur le site web, il y a un Eventbrite. Vous faites juste cliquer et puis vous pouvez voir s'il y a des tickets de disponibles ou même passer sur leur Facebook où il y a aussi un lien Eventbrite pour prendre vos tickets. En plus de ça, si vous n'avez pas pu participer au gala, vous savez que c'est une fondation qui fait beaucoup pour la communauté franco-ontarienne. Donc, vous pouvez aussi apporter votre soutien à cet organisme-là. En parlant de soutien aux différents organismes qui font des choses extraordinaires dans notre région, hier, on a eu une dame assez extraordinaire qui nous a partagé son histoire d'amour avec l'hôpital Montfort et avec la Fondation Montfort. Et elle nous a expliqué comment les dons, aussi minimes soient-ils, peuvent être utiles pour la Fondation Montfort. Donc, si vous voulez faire quelque chose pour la Fondation Montfort, de ce qu'on a appris hier aussi, elle nous a dit qu'il y a des petits organismes qui se mettent à faire des levées de fonds pour soutenir la Fondation parce que ça aide à envoyer des médecins en formation, ça aide à acheter des produits des machines assez extraordinaires pour faire avancer la médecine et plein d'affaires dans le genre, puis pour permettre aux patients d'avoir des soins de qualité. Donc, le don que vous pourrez faire là, ça peut changer tout. Donc, je vous invite à visiter le site web de l'hôpital Montfort. Donc, je pense qu'il doit normalement s'afficher. Donc, la Fondation Montfort. Vous allez sur l'hôpital Montfort, vous faites /fondation, vous allez vous allez avoir direct accès au site web de la Fondation et vous pouvez faire un don. Il y a un onglet là où c'est écrit faire un don. Vous allez juste cliquer là et puis vous faites un don. Alors, les éditions David aussi, j'ai fini avec les dons. Les éditions David vous invitent à participer à un jeu concours qui s'appelle Racontez-nous l'Est ontarien. Et ce concours-là s'adresse à tous les francophones et francophiles qui résident dans l'Est ontarien ou qui ont passé des moments de leur vie. Donc, peu importe si vous étiez de passage, vous avez vécu quelque chose de passionnant. On vous invite à écrire là-dessus et puis à partager ça avec la communauté
parce que si votre texte, il est retenu, il y aura un recueil qui va réunir tous les textes gagnants qui sera présenté au grand public. Et pour ce faire, on ne vous laisse pas juste aller comme ça pour écrire. Ils vont vous donner des cours d'écriture. Donc, pour avoir des informations concernant les cours d'écriture et tout ce qui vient avec, je vous invite à visiter le www.éditiondavid.com pour avoir plus d'informations et pourquoi pas participer à ce jeu d'écriture-là. Je vais revenir aussi sur un dernier don qui me revient tout de suite à l'esprit. C'est le Patro d'Ottawa qui a aussi besoin de votre soutien parce qu'ils essaient d'obtenir une nouvelle fourgonnette parce que l'ancienne, forcément, elle est désuète et elle ne permet pas de faire toutes les activités auxquelles ils ont envie de faire. Donc, vous pouvez aller sur le Facebook, Patro d'Ottawa. C'est là que vous allez avoir accès à toutes les informations et essayer d'échanger avec quelqu'un pour savoir comment vous pouvez faire un don pour les soutenir là-bas au Patro d'Ottawa. Comme je vous disais à l'émission, aujourd'hui, on a le privilège de recevoir la première femme et première laïque rectrice de l'Université Saint-Paul. On va parler de ces 10 années-là auxquelles elle a chapeauté l'université avec grand courage. Et puis, on va parler aussi des ententes d'arrimage avec les cégeps et les collèges. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Ne décrochez pas. L'apéro avec Julie, je reçois Mme Sophie Grégoire-Trudeau, Mme Sylvie Lapointe et Mme Nathalie Masségou pour célébrer la femme. L'apéro avec Julie, mercredi 15h sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Marie Saint-Paul, je suis bénévole à TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers, c'était un test pour moi parce que je voulais voir si j'étais vraiment à l'aise sur ce milieu de médias. Je trouve que le programme est très bien organisé et c'est bien pour des élèves qui veulent déjà se mettre en avant dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Que tu aimes le milieu de la télévision, tout ce qui est reportage, je pense que c'est le bon endroit pour toi. La Croix-Rouge canadienne répond présentement à des inondations printanières en Ontario, au Nouveau-Brunswick et au Québec. Ces inondations ont des répercussions sur la vie de milliers de Canadiens. Vous pouvez aider. Pour faire un don au Fonds de secours, visitez le site web de la Croix-Rouge ou téléphonez le 1-800-418-1111. À la prochaine émission, je rencontre Michel Picard, l'ancien chef d'antenne de Radio-Canada et animateur à Unique FM, qui nous parle de son cancer de la peau et bien d'autres choses. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec Madame Chantal Beauvais, qui est rectrice à l'Université Saint-Paul depuis 10 ans. Exactement. Puis, vous êtes la première femme. Oui. Puis la première laïque aussi à être à ce poste-là. Oui. J'aimerais qu'on revienne un peu. On va revenir dans l'histoire parce que je pense que depuis les 10 ans, c'est la première fois qu'on vous reçoit comme sur un plateau, non? Peut-être une autre fois. Peut-être une autre fois. OK. Oui. Je vais essayer de prendre comme si c'était moi là, qui vous recevais pour la première fois. Oui. OK. Ça fait 10 ans que vous êtes à ce poste-là. Déjà, en tant que femme, arriver à ce poste-là, c'était un gros défi pour vous, hein? C'est un gros défi en ce sens que c'est un changement culturel. Donc, c'est partout pareil. Quand les femmes arrivent dans des secteurs qui étaient normalement occupés par des hommes, il y a une façon de faire qui est en place. Et puis, nous, on arrive avec d'autres idées, d'autres réactions, d'autres intuitions. Puis, forcément, ça amène à questionner certaines pratiques, certaines valeurs. Et puis, comme partout ailleurs, il y a des gens qui embrassent le changement assez rapidement. Il y en a qui se sentent moins à l'aise, plus insécures. Donc, c'est des choses qui se travaillent sur le long terme. Il ne faut pas s'attendre à arriver puis dire, je vais tout changer en 2 semaines. C'est ça. C'est des chantiers à long terme. Donc, justement, dans le monde universitaire, d'habitude, les mandats des recteurs et des rectrices, au total, c'est à peu près 10-12 ans. OK. Puis il y a une raison pour ça, c'est parce que ça donne le temps
de saisir ce qu'il y a à faire, de faire un plan avec les gens, puis de s'y mettre. Donc, les changements de culture organisationnelle, c'est du long terme. Fait que vous avez essayé pas de vous imposer, mais de travailler en collaboration avec les autres au fur et à mesure. Parce que comme vous l'avez dit tantôt, les changements, ça se fait pas comme j'arrive, du coup, je veux tout changer. Non. Vous allez vous faire la guerre, là. Exactement. On apprend ça assez tôt, si on ne l'a pas appris avant. Donc, puis surtout dans le monde universitaire, c'est un monde où le leadership doit absolument miser sur la communauté. C'est ça, ouais. Parce que les professeurs jouissent d'une très grande autonomie. Ce sont des professionnels, des spécialistes. Et donc, le but, le style de leadership de la rectrice ou du recteur, c'est vraiment d'animer. Animer les conversations, écouter, se promener, essayer de voir qu'est-ce qui est en train d'émerger et puis voir comment est-ce qu'on peut avancer ensemble. C'est sûr que si on est autoritaire et qu'on dit « voici, c'est comme ça que ça va fonctionner », on risque de se buter à des obstacles. Parfois, il faut agir comme ça dans des circonstances exceptionnelles, comme l'abus. Oui, alors, il faut dire tolérance zéro et il faut agir avec autorité et énergie. Dans d'autres cas, il faut appuyer. Dans d'autres cas, il faut... Juste écouter aussi écouter. Souvent, ouais. Moi, je me promène dans l'université plusieurs fois par jour. Mes adjointes me cherchent tout le temps. J'arrête, je parle aux gens, je dis « Ah, comment ça va? » Et puis, j'essaie d'écouter. Les gens, habituellement, vont dire « Ben... ça va bien, mais je rencontre tel obstacle dans mon travail. Okay. J'aimerais ça faire mieux mon travail, mais là, il y a une politique qui n'est pas optimale ou il y a une façon de faire qui, finalement, me rend la vie plus difficile. Donc, moi, je ramène tout ça à mon équipe. Et puis, des fois, ben, c'est notre rôle d'enlever les obstacles. On veut que les employés... Ils soient à l'aise dans un bon cadre pour travailler. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, beaucoup de mon rôle, c'est d'être à l'écoute. Puis aussi de motiver les gens parce que moi, je suis plus en mesure de voir le cheminement, on pourrait dire le portrait global de l'université, parce que je suis en contact avec la communauté, je suis en contact avec plein de gens, je reçois le feedback encourageant. Les employés, souvent, bien, les autres font leur travail, puis peut-être qu'ils ne voient pas ça. Donc, moi, c'est mon rôle aussi de dire « Hey, ça va bien, j'ai vu un tel, 5 à 7 l'autre jour, il m'a dit combien il était content de voir des pubs de l'université à la télé, tel professeur qui a fait une présentation. Donc, moi, je ramène ça, puis les gens font « Ah, OK, ben je suis contente, là, je vois que mon travail a du sens. » C'est très important. Puis jusqu'à date, là, je pense que l'Université Saint-Paul, c'est vraiment ouverte à la communauté. D'autant plus que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, même moi, quand je suis arrivée, il y a comme 3 ans passés, là, quelqu'un m'a dit que c'était juste pour c'était vraiment pour des personnes qui étaient vraiment ancrées dans la religion, dans l'Université Saint-Paul. J'étais comme, OK, d'accord, fait que je vais pas aller là-bas. Mais en fait, c'est non. Au fur et à mesure qu'on reçoit même des professeurs de chez vous, je me suis dit, mais attends, c'est ouvert à tout le monde. Bien sûr. Et ça fait un certain temps d'ailleurs, mais on a eu du travail à faire pour mieux dire qui nous sommes et ce que nous faisons. C'est ça. Donc, c'est sûr qu'il reste encore du travail à faire parce que c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent ça, que notre clientèle cible, c'est des gens qui ont des valeurs religieuses et puis qui veulent œuvrer dans le monde strictement religieux. Alors, non, ce n'est pas le cas. Évidemment, ceux qui sont on pourrait dire, qui sont de cette appartenance, on les accueille aussi. Okay. Mais il y a des gens qui ne sont pas croyants qui viennent chez nous. Il y a des croyants de toutes sortes, des musulmans, des juifs, des bouddhistes. Et puis, l'idée, c'est qu'on est rassemblés autour d'une tâche. Peu importe les autres appartenances, nous, on est ici pour la tâche commune de rendre la planète plus habitable, plus humaine. Donc, on centre toutes nos énergies là-dessus, puis on essaie de mettre nos différences de côté. Exactement. Il y a tellement de choses à faire sur la planète présentement, c'est pas le temps de s'obstiner pour des peccadilles. Travaillons ensemble pour vaincre la pauvreté, pour avoir une planète habitable, pour avoir un environnement sain, pour qu'il y ait de la paix. Donc, toutes ces choses-là sont urgentes. Travaillons ensemble. Puis, la majorité des programmes, comme vous le mentionnez, là, vraiment, ils sont pratiquement tous axés sur l'humain, en fait. Oui. C'est pas juste des programmes comme ça. Non. Alors, c'est intentionnel.
tous nos programmes sont interdisciplinaires parce que les problématiques qu'on aborde sont très complexes. Ça prend plusieurs perspectives. Et oui, c'est toujours la place de l'humain au cœur des systèmes. Donc, étude des conflits. Les conflits, c'est les humains qui les génèrent. Hein? Donc, alors, puis on est amené aussi à s'interroger soi-même sur, moi, dans ma façon d'être, est-ce que je suis facteur de conflit? Ce que beaucoup de personnes ne font pas du tout, se remettre en question. C'est parce que souvent, on est aveugle sur soi-même. C'est ça. Donc, quand on est en classe, là, on est amené à réfléchir sur comme individu, puis aussi comme communauté. Même chose dans les programmes en éthique, même chose dans les programmes en leadership, en innovation sociale, en communication. C'est toujours l'être humain au cœur du monde. OK. Puis dans votre processus d'élargissement, vous avez des ententes avec des collèges et même des cégeps. Puis je pense qu'on va en parler après la pause, si ça vous tente. Alors, l'Université Saint-Paul, c'est pas seulement pour des personnes qui sont religieuses. Donc, juste après la pause, on va vous parler des ententes d'arrimage entre les collèges et les cégeps. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Le toit troué de ta tanière, l'eau rouillée que l'on boit et les mensonges que l'on croit, le beau bruit de mort de notre bateau, le parfum sale des égouts, la triste plainte d'un vieux loup, les larmes d'un fou, les yeux malins d'un vieux matou. Dis-moi ce qui te fracasse, les choses qui te menacent, les longues nuits d'hiver, se cachent, les plastes qu'on arrache, les mots polis que tu connais par cœur, les mauvais sorts du bonhomme 7 heures et les regards que tu jettes ailleurs. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec la rectrice de l'Université Saint-Paul, Chantal Beauvais. Puis là, maintenant, on va parler des ententes que vous faites avec les collèges et les cégeps. Est-ce que c'est quelque chose qui est né depuis longtemps ou c'est depuis que vous êtes arrivé? Oh, une bonne question. Ça coïncide avec mon arrivée. Alors, la première entente, en fait, qu'on a faite, c'est avec la Cité. OK. Et puis, ça a fait boule de neige. Et les gens, au début, dans la communauté universitaire, ils étaient un petit peu sceptiques parce qu'ils disaient, je sais pas, marier formation collégiale, formation universitaire, est-ce que ça va avoir un impact sur la rigueur des programmes? Mais on a envie de rassurer les gens quand on a vu la qualité des programmes dans les collèges. Okay. Et puis aussi quand on a vu les premiers arrivants, donc qui sont arrivés de ces ententes-là, qui performaient très, très bien dans les classes. Et puis, ça a donné le goût aux professeurs d'en faire plus, à un tel point que l'Université Saint-Paul est un leader en Ontario pour les ententes d'arrimage. On est tout petit, puis on est l'université qui a le plus d'ententes d'arrimage avec les collèges. Je me rappelle encore à la Cité, pendant mon programme, là, je sais pas comment il y avait toujours une ou deux personnes de l'Université Saint-Paul qui étaient dans les couloirs, dans les salles. Et puis, il y avait toujours du monde qui allait voir qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui se passe là. Vous êtes présents. Ah oui, on est présents. Donc là, on a une dizaine de collèges et cégeps qui ont des ententes avec nous. Et puis, on ne cesse d'innover. Le dernier bébé, c'est un programme accéléré en communication sociale qu'un étudiant peut finalement parcourir en 3 ans plutôt que 4 ans. Et c'est parce que c'est très compact.
Donc, vous faites une année au collège, vous faites une formation accélérée, compacte au printemps-été à l'Université Saint-Paul. Vous retournez une autre année au collège et ensuite vous faites 3 trimestres, printemps-été, automne-hiver à l'Université Saint-Paul. D'accord. Et puis, vous avez votre diplôme universitaire. En 3 ans. Oui. Alors, ça, c'est intéressant parce que les étudiants économisent un petit peu du temps. Oui. Ensuite, tout le monde en a pour son argent parce que vous êtes plus rapidement aussi sur le marché du travail. Exactement. L'autre affaire aussi, c'est que souvent, les étudiants disent « Ah, je veux faire ma formation collégiale, puis je reviendrai plus tard. » Plus tard, oui. Bon. Alors, c'est sûr qu'avec ta formation du collège, tu vas te trouver de l'emploi. La problématique qui risque de se poser, c'est à un moment donné, dans la trentaine, vous risquez de plafonner. Puis là, dire, rendu à 30 ans, souvent, nos circonstances personnelles ont changé. On n'a plus le temps d'aller faire un baccalauréat ou d'autres. On a d'autres priorités. Exactement. Donc là, on dit, OK, pendant que c'est le temps, investissez au début. Après, vous allez être content. OK. Et quels sont les programmes qui sont vraiment axés sur les ententes d'arrimage chez vous? Ou c'est tous les programmes? Certainement le bac en communication, le bac en innovation sociale, le bac en relations humaines et le bac en éthique. Le bac en études des conflits. OK. Oh, mon Dieu, voilà. ça fait beaucoup. Alors, tout ce qu'on peut trouver d'entente, on le fait. Et c'est toujours appuyé par une analyse rigoureuse des curriculums. Et puis, on regarde les résultats d'apprentissage et puis on bâtit les programmes là-dessus. Surtout par rapport au crédit. Exactement. Parce que là, on a toujours peur de partir et puis de... Oui. Non. Vous allez voir, c'est très bien calculé. Les professeurs, d'un côté comme de l'autre, travaillent ensemble pour s'assurer que le parcours soit impeccable pour l'étudiant. Puis, quand ça nous avait parlé d'études de conflit, des affaires dans le genre, c'est des trucs qui font vraiment... En fait, ils sont vraiment mis en avant, ces étudiants qui sont chez vous. Hein. Oui, tout à fait. Qui travaillent comme s'ils étaient dans le milieu. Il y a des éléments pratiques de plus en plus qui sont intégrés dans les programmes. On a aussi un partenariat avec la fonction publique du Canada. On a une championne, Mme Nancy Chawan, dont le but, elle, est de favoriser la conversation entre l'Université Saint-Paul puis la fonction publique pour le bien des étudiants. Donc, nos stages sont accrédités par la fonction publique du Canada. Donc, un étudiant qui est en stage peut faire un stage rémunéré à la fonction publique. Et puis, ça augmente les chances d'obtenir un emploi après. Plus rapidement, oui. Et puis aussi, ça donne un contexte pratique à l'étudiant pour dire « Ah, ben voilà ce que j'apprends, c'est utile. Maintenant, je vois à quoi ça sert quand je suis à l'emploi. » Donc, on a un bureau des stages qui appuie les étudiants dans le maillage. Et il y a des gens de la fonction publique qui vont venir à Saint-Paul, rencontrer les étudiants pour parler c'est quoi une carrière à la fonction publique, les aider à faire leur CV. Puis peut-être à essayer d'orienter leur recherche, parce que souvent, on veut partir un peu partout. Hein. Souvent, on pense aussi une carrière à la fonction publique, c'est plate. C'est plate. Je veux pas faire ça. Mais il y a toute une énergie, une diversité d'emplois dans la fonction publique. C'est très animé. Et puis, c'est ça, ça change un peu la perception qu'on a. Donc, voilà, ça, c'est toutes des choses qui bougent, puis jumelé avec les arrimages, ça fait vraiment un parcours vers l'emploi qui est intéressant. Puis c'est vraiment bien ce que vous dites, parce que comme je vous le disais tantôt, on reçoit souvent des gens de l'Université de Saint-Paul, puis on parle beaucoup du centre de counseling, et je trouve ça extraordinaire. Donc, nos étudiants en psychothérapie font des consultations. Des vraies consultations. Donc, eux, c'est bon pour leur CV parce qu'ils font leurs heures cliniques et quand ils terminent leur formation, ils sont prêts pour l'ordre des psychothérapeutes. On est la clinique de psychothérapie à Ottawa qui reçoit le plus de clients. Donc, on a à peu près 15 000 visites de clients par année. On a à peu près 110 étudiants de maîtrise qui reçoivent ces clients. Donc, on a vraiment un apport dans la communauté. Puis pour nos étudiants, c'est vraiment essentiel d'avoir cette expérience, de recevoir les gens, de les écouter, d'essayer de les aider à se trouver dans ce qu'ils vivent.
Donc, c'est des étudiants qui sont préparés déjà pour la communauté parce que c'est vraiment pour la communauté qu'ils vont faire ce programme-là. Oui. Et donc, quand ces personnes-là viennent, comment déjà pour le rendez-vous, oui. Est-ce que il faut juste faire un courriel ou comme ça? Oui, on téléphone et puis il y a quelqu'un qui dit OK, pourquoi vous désirez consulter? On essaie d'aiguiller les clients vers les bons psychothérapeutes. On n'a presque pas de liste d'attente. D'accord. Il faut juste appeler alors. Oui, il faut juste appeler. Puis on reçoit le counseling individuel et aussi le counseling familial. OK. Et, oui, c'est ça. Et les familles ont besoin d'aide. C'est pas toujours évident, même si on est tous dans la même maison et qu'on partage un ADN commun. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conflit dans la famille. Il y en a toujours. Il y en a toujours. C'est normal. on le prend comme ça, mais vous êtes là, le centre de counseling qui est là pour nous aider, pour aider toutes les familles et aussi les couples aussi que vous aidez. Tout à fait. OK. Puis, on a fini avec les étudiants, mais j'aimerais qu'on mentionne aussi qu'en fait, vous n'êtes pas juste axé sur les étudiants. Il y a aussi les professionnels qui sont aussi un centre d'intérêt chez vous. Par exemple, pour les professionnels des conseils scolaires. Oui. Donc, ça, c'est nouveau aussi ou c'est... Non, ça fait longtemps. C'était peut-être un peu moins connu. Okay. Donc, les professionnels dans les conseils scolaires, surtout présentement les conseils scolaires catholiques, peuvent avoir ce qu'on appelle les qualifications additionnelles. Donc, pour un certain nombre d'entre eux, ils doivent obtenir ces qualifications pour progresser dans leur carrière. Donc, nous offrons cela et nous réfléchissons aussi à offrir d'autres parcours de qualification additionnelles. On a un nouveau programme en leadership transformatif et spiritualité. Et il y a beaucoup... En fait, ce programme-là est axé sur soi-même comme individu, comme leader. Alors, c'est bien beau d'avoir toutes sortes de diplômes comme des MBA, etc. Il reste qu'en dernière analyse, le premier outil de leadership, c'est soi-même. Alors, comment je me positionne dans mon environnement? Quel est l'impact de ma présence dans l'environnement? Devenir conscient de ça. Et puis, comme par exemple, si vous êtes un directeur d'école, vous êtes un enseignant, votre premier outil, c'est vous-même. Et le programme permet de développer cette conscience de soi. Et on va développer des qualifications additionnelles dans ce sens. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Il y a tellement de choses à dire. J'avais plein de notes là, mais je vous invite vraiment à aller sur le site web de l'Université Saint-Paul. Oui, allez les voir pour avoir plus d'informations parce qu'il y a possibilité même de faire des cours comme juste par curiosité. Oui, là. tout à fait. Alors, visitez le www.ustpaul.ca pour avoir plus d'informations. Après la pause, on va découvrir la nouvelle pièce de théâtre du Théâtre Tremplin, Les Protagonistes. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. En attendant que la roche redevienne du sol, en attendant que les mots redeviennent des oiseaux, que les joies retrouvent l'hirondelle, l'allumette, la chandelle, la rivière, le sel. Tu dis de tenir mes promesses, d'être à l'affût de mes faiblesses. Mais je suis comme un chien au bout d'une laisse qui tire dessus pour aller voir. Au bout de la rue, c'est peut-être ben beau, comme un nuage passager, ou comme la langue chaude des vents de l'été. C'est-tu la fin ou le début? De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, pardon. Je suis maintenant avec le metteur en scène du Théâtre Tremplin. Puis avec vous, on va parler des Protagonistes, qui est une nouvelle pièce de théâtre assez particulière.
Oui. Mais on voulait rappeler ensemble ce que c'est que le théâtre tremplin, ce que vous faites ici dans la communauté. Oui, c'est ça. Ben moi, je suis metteur en scène OK. pour ce projet-là, OK. pour les protagonistes. D'accord. C'est en fait le directeur artistique qui a quitté son poste, là, qui s'appelle Dylan Orr, qui est venu me chercher. OK. Puis là, on a un nouveau directeur artistique Oui, qui arrive bientôt. Lionel Je pense qu'il n'est pas Lehouillier. encore... Il a déjà pris le poste? Ben, il n'est Ça a pas été encore annoncé entré, ou mais finalement? ça a été annoncé. Il va D'accord. prendre un poste... Dans les prochaines semaines? Exactement. Oui, c'est ça. Mais Théâtre Tremplin, en gros, c'est un théâtre communautaire de la basse-ville d'Ottawa. Donc, c'est une armée de bénévoles qui font rouler ça, vraiment. Fait que les comédiens dans Ce sont des bénévoles. Oui, c'est ça. Il y a certains artistes autour des productions OK. qu'on engage. Donc, les concepteurs, la mise en scène, etc., c'est des artistes émergents qu'on va chercher. D'accord. Donc, c'est un des buts du tremplin, c'est vraiment de donner la chance aux artistes émergents de pratiquer leur métier. Parce que c'est pas un métier qui est facile. Puis mais non. on monte pas 50 pièces de théâtre par année non plus. Donc, c'est vraiment un tremplin, d'où le nom. Je suis pas sûre de pouvoir faire du théâtre, moi. Peut-être que je devrais m'essayer, là. Oui! On t'enverra les appels d'audition. Pas de problème. Alors, pour les protagonistes, donc c'est vraiment une multitude de bénévoles qui se sont présentés pour pouvoir faire les auditions, je suppose. Hein? Oui, c'est Vous en ça. avez reçu combien? On a vu peut-être une vingtaine de personnes OK. en audition, peut-être 25. Puis on a fait une sélection de 9 personnes. Qui ont recherché 9 personnes pour ça. Oui, pour le nombre de personnages qu'il y a dans les 3 textes que tu as mentionnés OK, tantôt. Là. OK. Puis cela, juste pour mentionner que le Théâtre Tremplin, son mandat, c'est aussi de monter des textes franco-ontariens. OK. Puis c'est assez spécial parce que cette fois-ci, l'auteur des protagonistes, c'est Naïm Katan, qui est un auteur qui a immigré dans les années 50 au Canada, qui est originaire de l'Irak, de Bagdad, qui a étudié en France, puis ensuite qui s'en est venu au Canada, puis il va travailler au Conseil des arts du Canada comme chef du secteur de la littérature, dans le fond. Puis il va écrire surtout des romans, des essais, mais on connaît pas beaucoup son théâtre. C'est ça qu'on explore. C'est du théâtre qui a été écrit pour la radio, en fait, qu'on met en scène. Du théâtre qui a été écrit pour la radio. Dans les années 70, Radio-Canada avait une émission de radio-théâtre. D'accord. Puis Naïm Katan a écrit plusieurs pièces dans ce contexte-là. Puis c'est ces pièces-là qu'on est allé chercher pour les mettre en scène. OK, donc c'est les 3 textes qui font les protagonistes. Oui, bon, j'explique. Les protagonistes, c'est le texte principal qui dure à peu près 1 heure. D'accord. Puis dans les protagonistes, c'est l'histoire d'une communauté de comédiens qui font face à une menace extérieure, c'est-à-dire un groupe terroriste qui s'en prend aux artistes du théâtre parce qu'il les blâme de répandre le mensonge dans la société. Hein? OK. Ça résonne un peu aujourd'hui parce qu'on parle beaucoup de fake news, etc. Ben oui, Donc, on blâme les artistes. les artistes pour ça. Donc, ils se sentent menacés. Puis, pour faire face à cette menace-là, ils vont se mettre à répéter des pièces de théâtre qui vont peut-être, à un moment donné, être présentées au public. Mais tous les théâtres sont fermés. Parce qu'ils sont vraiment visés, là. C'est ça. OK. Donc, moi, j'en ai profité dans mon concept de mise en scène de faire en sorte que c'est les comédiens des protagonistes qui vont monter les 2 autres textes de Naïm Katan avec lesquels on a fait le collage, c'est-à-dire La discrétion et La neige. OK. Et puis, rendu, le produit final, il fait combien d'heures? D'heures? Minutes. Écoute, ça devrait être un spectacle au maximum d'1h40. 1h40. Ouais! Fait que c'est quand même... C'est gros, avec ces 9 personnes-là. Comment ça se passe sur scène? Comment ça se passe? Ben, moi, j'ai voulu qu'on fasse un parallèle entre la communauté de comédiens dans les protagonistes et la troupe communautaire qui travaille là. Moi, j'ai décidé de mettre à nu. Ils sont toujours sur scène. Ils font des changements de costumes sur scène. On voit la régie. Il y a un musicien sur scène aussi qui les amène dans les transitions. Puis c'est un collage où on saute d'un texte à l'autre. Ça fait qu'on va on commence avec les protagonistes, on va dans la discrétion, ensuite on revient aux protagonistes. Fait que scène par scène, l'histoire se construit et on comprend l'univers. Mais ce qui est la colle de tout ça, c'est l'énergie d'une troupe communautaire qui font du théâtre. Puis le décor, comment vous l'avez imaginé? C'est
lumière tamisée? Parce que Oui, je pense qu'on a des photos, ouais, on a des images, des répétitions. Dans le fond, je voulais avoir une atmosphère plus stylisée pour les deux textes, la neige et, tu vois, là, on voit à l'écran, ça c'est une scène de la neige. OK. C'est des photos de répétition, c'est pas des photos de production. D'accord, Moi, j'ai pris ça avec mon cellulaire hier. Ça, c'est plus dans les protagonistes, donc c'est plus éclairé. Puis on voit le musicien derrière aussi, qui est Olivier Dubé. Puis, protagoniste, c'est vraiment une histoire, on le disait tantôt, là, c'est une histoire d'amour, hein? Oui! C'est vrai, le lien, hey, merci de me ramener là. Ah, le lien entre les l'amour, trois là, textes, ouais. c'est un lien thématique, les relations amoureuses. Vraiment, donc on a plusieurs histoires de couples dans les protagonistes, Jean et Claudine, qui sont confrontés à cette situation-là. Il y a beaucoup de pression sur leur couple, donc il y a des choses qui vont être dévoilées qui n'avaient pas été dites parce qu'ils se sentent menacés. Puis La neige, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui se retrouvent pris dans un hôtel à cause d'une tempête de neige énorme. Qui tombe amoureux. Ben oui, disons que c'est OK. c'est un lien qui va se former. Ils vont finalement prendre la même chambre. D'accord. Et la troisième? La discrétion, c'est une série de 4 appels téléphoniques entre une même femme et un même homme. OK. Lui, elle, ne se rappelle pas de l'avoir rencontré. Donc, on se demande, attends, est-ce qu'ils se connaissent? Est-ce qu'ils se connaissent pas? Puis au fil des appels, on se rend compte qu'il y a eu déjà quelque chose dans le passé. OK. Puis, on va voir la naissance de quelque chose de nouveau. Ces textes dont vous nous parlez, qui ont créé les protagonistes, est-ce que c'est un choix de vous ou du théâtre en plein? C'est Dylan Orr, qui est un metteur en scène de la région, qui était directeur artistique, qui m'a dit, écoute, j'aimerais ça que tu montes ces textes-là. Okay. En fait, il m'a fait lire beaucoup de textes de Naïm Katan. D'accord. Moi, j'ai choisi ces 3 textes-là. Et avec l'aide d'une conseillère dramaturgique, Annie Cloutier, j'ai fait le collage. Fait qu'on a fait beaucoup de coupures aussi pour que ça dure pas si long. Puis, parce que c'est quand même 3 textes, hein? Oui. Donc, 1h40, c'est correct. Je pense qu'on va pas voir le temps passer puisqu'il y aura la musique, le décor qui change et tout ça. Fait qu'on va assez voyager avec vous. Puis c'est où que ça sera présenté? Quand est-ce que ça commence, pardon? Oui, bien, ça commence en fait mercredi de cette semaine. OK. Donc, on est en répétition tous les soirs, on est en semaine technique, comme on appelle. Puis, dans le fond, ça commence mercredi, c'est du 15 au 25 mai, au studio Léonard Beaune du département de théâtre de l'Université d'Ottawa. D'accord. Bien, merci beaucoup. Alors, pour les tickets, n'oubliez pas que vous pouvez visiter le www.théâtretremplin.com pour pouvoir voir les protagonistes, une histoire d'amour. Après la pause, on va parler d'obésité avec notre coach en perte de poids. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sacha assombrir les beaux yeux de l'horizon.
De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je suis maintenant avec notre coach en perte de poids, Lisa Milton Carrière, avec qui on parle de l'obésité. Est-ce que ça, c'est pas un peu tabou pour quelques-uns? Je comprends que c'est un gros mot c'est comme mettre une étiquette sur les gens. Ouais. Par contre, on s'est enfoui la tête dans le sable pendant tellement longtemps. Il y a d'autres mots qui sont beaucoup plus difficiles à avaler, mais la réalité, c'est que on parle de ça comme si ça avait peu d'importance. On parle encore de l'obésité comme si c'était une question esthétique. Hein? C'est pour être plus beau, c'est pour être... Mais vraiment, du côté médical, là, il faut cesser de parler de ça comme juste à fleur de peau. Il faut vraiment rentrer dans le sujet parce que c'est vraiment inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Pourquoi tu nous en parles aujourd'hui? Parce que tu nous reviens d'un sommet, hein? Oui, et c'est avec une grande chance. Des éléments pour nous, hein? Oui. OK. Parce que, encore là, quand je vais à ces choses-là, j'y vais sachant que je représente tous les clients avec qui je travaille, que je représente les auditeurs pour qui j'apporte des choses de valeur. Je veux pas venir ici perdre le temps des gens. Je veux vraiment apporter des choses de valeur. Alors, j'ai passé 4 jours au sommet canadien d'une organisation qui s'appelle Obésité Canada, qui œuvre pour être un peu le champion de tous les gens qui souffrent d'obésité. Je pense que c'est l'une des principales même, hein? Oui? Oui, absolument. Alors, c'est une organisation qui est à but non lucratif, qui aide à relier les gens qui vivent cette réalité-là avec les gens qui ont mal identifié la réalité. Alors, voilà, 4 jours avec des médecins, des professionnels de la santé, des professionnels dans le domaine, des experts dans le domaine de l'obésité. Et on a parlé à tous les niveaux. On a parlé au niveau physiologique. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le corps? On a parlé au niveau psychologique. Dans les autres fois qu'on s'est rencontrés ici à l'émission, j'ai parlé... C'est un problème interne. On parle souvent de la nourriture, on parle de l'exercice, puis on parle très rarement de ce qui se passe dans avec nous-mêmes la tête. À l'intérieur. Exactement. Et donc, voilà que dans cette conférence, on a parlé du côté physique, on a parlé du côté psychologique, on a parlé du côté pharmacologique. Et là, c'est intéressant parce que les gens ont une aversion à utiliser les médicaments qui ont été développés pour aider les gens avec un problème d'obésité parce que c'est comme une défaite. Les gens voient ça comme, ben là, si je prends une pilule, c'est comme si je cessais tous mes efforts. En fait, le côté pharmacologique est là pour aider aux efforts qu'on fait et qui continue à nous donner un résultat qui n'est pas satisfaisant. Puis qui tient pas à long terme. On a parlé des chirurgies. Encore là, les chirurgies, les gens y pensent puis disent « Ah oui, mais moi, je veux pas aller là. » C'est encore là comme si c'était une défaite. Mais si c'est ça la solution pour le problème, là où il est rendu, bien, il ne faut pas mettre ça de côté. On a parlé de l'alimentation, bien sûr. On a surtout parlé de l'alimentation du côté pré-usiné. Tu sais... Je vous en parle souvent. Hein? J'étais contente parce que... Faire attention, oui. C'est ça, mais en fait, je vous ai parlé d'étiquettes et de la façon... Mais la réalité, c'est que si quelqu'un d'autre l'a préparé pour toi, son objectif, c'est pas le même que le tien. C'est ça. Toi, ton objectif, c'est la santé, c'est de nourrir ton corps de la bonne façon. Lui, son objectif, c'est de mettre de l'argent dans ses poches et de s'assurer que semaine après semaine, quand tu fais ton épicerie, tu vas en mettre dans ton panier. Et ça va... En fait, c'est impossible de cohabiter. C'est ça. Parce que les additifs qu'ils mettent dans la nourriture qui vont assurer que tu vas en acheter à chaque semaine sont pas bons pour la santé et ils causent l'obésité. Alors, voilà. Ah, mon Dieu. Donc... plein de points qui ont été énumérés. Puis j'aimerais juste qu'on revienne même sur le terme de chirurgie dont tu as parlé tantôt, là. Fait qu'on arrive là, c'est vrai qu'on veut pas arriver là, mais on arrive là quand vraiment on a passé par trop d'efforts, en fait, en passant par des régimes, puis plein d'affaires dans le genre. On va pas juste se jeter. Je vais te dire, il y a des choses qui venaient là, me chercher là, pendant la conférence. Quand j'entends les gens
me dire, j'ai atteint l'obésité à coup de diète. OK, ça passe. Hein? C'est fort, hein? Ouais. En anglais, ils disent « I dieted my way to obesity ». Mais... À coup de diète, j'ai atteint l'obésité. Parce que voici, OK? Imagine pour un instant que tu as une grande famille, tu as 4 enfants et vous achetez une maison à 5 chambres à coucher. OK. OK? Parce qu'on veut que chaque enfant ait sa chambre. Et là, bon, le premier part à l'université, l'autre se marie. Finalement, les années passent et on a une maison avec 4 chambres vides. On passe à côté des chambres, la porte est fermée, puis on dit « Ah, c'est vrai, il est parti, il a fait sa vie. » Bon, bien, dans le corps, quand le corps a atteint un certain niveau de gras, bien là, il déclenche la production de cellules de graisse additionnelles. D'accord. OK? Ça, on ne pourra jamais s'en débarrasser. Ouais. Et quand on perd du poids, c'est comme les enfants qui partent de la maison, là, les chambres sont vides. Et le corps va tout faire pour le remplir. Pour les remplir à nouveau. OK, d'accord. Alors, tu peux voir que c'est pas simple, la question d'obésité. C'est vraiment pas simple. Parce que nous, on fait tout pour essayer de maintenir le poids. Et le corps fait tout pour nous convaincre qu'il faut le regagner. Ouais, il y a une amie qui m'a dit ça, qu'elle arrêtait la diète et de réguler son alimentation parce qu'elle a l'impression que quand elle le fait, elle grossit plus que quand elle mange normalement. Exactement. Exactement. Et il y a plein de raisons physiologiques, physionomiques qui militent en la faveur de ça. On a faim. On a fait un régime, on n'avait pas faim, on a fini le régime, puis là, on a faim tout le temps. Et là, on a parlé de ça, on a parlé de l'hormone leptine, le ghrelin, et qu'est-ce qui fait qu'on a faim tout le temps? Je vais te dire, c'était vraiment intéressant d'en apprendre autant. Et c'était pas à la lumière de il y a quelqu'un qui pousse pour tel ou tel régime ou tel produit. C'était vraiment à la base, on faisait face à ce problème-là. Puis aujourd'hui, tu vas vraiment entrer dans le cœur en nous parlant de partialité et plein d'autres affaires dans le genre. Je pense qu'on va le faire après la pause. Excellent. Alors, juste après, on va continuer de parler avec Lisa Milton-Carrière, mais on va vraiment parler de l'obésité comme maladie chronique. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. À l'évidence, j'ai retrouvé les mots de passe que j'avais oubliés, les mots maudits, les belles malchances, les porte-clés que j'avais égarées. À l'évidence, j'ai longtemps brassé les dés, mais c'est pas d'avance. On se retrouve au même carrefour, malgré les nombreux détours. On s'en retourne aux vieux amours, malgré le tranchant de leur contour. À l'évidence, j'ai longtemps brassé les dés, mais c'est pas d'avance. Si par mégarde ou par malheur, les De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec Lisa Milton-Carrière et on fait face à l'obésité. Chose qu'on n'a pas vraiment envie de faire, dans le fond. Non, t'as raison. On n'a pas envie de faire ça parce que c'est pas agréable et c'est inquiétant. T'es comme, oh quoi, je suis obèse. Oui, Okay. non, exactement. Donc, si on s'écarte du mot obèse, tu sais, dans le contexte social, il y a beaucoup de partialité. Puis, j'utilise le mot, en anglais, on dit bias, mais partialité, tu sais, quand on va appliquer pour un emploi,
on voudrait que l'employeur soit impartial. Hein, je pense à une personne, une jeune femme qui transporte un peu de poids d'extra, s'en va dans un restaurant faire une demande d'emploi pour serveuse. Et elle a toutes les qualités pour faire le travail, mais on offre le poste aux jeunes femmes qui sont sveltes et qui portent une certaine image. Et c'est une réalité. En fait, tu sais, on le fait envers soi-même. On le fait, on est partial soi-même en ne s'acceptant pas avec le côté imparfait de soi. Donc, réalité, si on était soi-même en train d'essayer de se choisir, bien souvent, les gens ne se choisiraient pas. Alors, ils ont déjà une partialité pour être plus mince, pour être plus svelte, pour être... Alors, du côté on encourage ça en l'étant envers soi-même d'abord. Et il y a aussi le stigmate. Et le stigmate, c'est les stéréotypes sociaux, la mauvaise compréhension de ce que c'est l'obésité. OK? On a cette idée-là que les gens sont en surcroît de poids. Ils sont obèses. Non, oui, mais que c'est de leur faute. Qu'ils font pas assez. Hein? On les a déjà étiquetés. Ah, ben, c'est de sa faute, il mange mal. Il mange mal. Puis c'est de sa faute, il fait pas assez d'exercice, c'est de sa faute. Et il y a tellement plus que ça. Vraiment, là, si j'offrais le choix à n'importe qui, il n'y a personne qui choisirait l'obésité. Alors qu'il y a quelqu'un de caché là-dedans, à l'intérieur de ce corps volumineux, qui vaut la peine d'être découvert. Et puis, il y a les préjugés. Et ça, c'est vraiment triste, mais c'est une opinion préconçue des gens qui sont obèses et qui méritent, à cause de leur obésité, qu'on les exclue. Qu'on les exclue pour des emplois, qu'on les exclue pour des traitements médicaux. Alors, et ça, on a parlé beaucoup de ça auprès des médecins. Alors, on va chez le médecin dit « Tu as un problème avec ton genou, tu as besoin d'un remplacement, mais tu ne l'auras pas tant que tu n'auras pas perdu du poids. » Tel nombre de poids, Et ça fait pas de sens parce que on peut pas bouger, on peut pas devenir plus actif parce qu'on a besoin d'un remplacement du genou. Alors, c'est la poule et l'œuf. Est-ce que j'ai vu des émissions où je regarde souvent des émissions où est-ce qu'on essaie de faire des chirurgies pour des personnes qui sont obèses. Puis c'est ça le point qu'ils donnent, les médecins. Il faut que tu perdes tel nombre de poids pour qu'on arrive à te faire ta chirurgie, même si tu n'arrives pas à marcher. C'est ça. Mais chose bizarre, il y en a certains qui arrivent à perdre du poids. Il y en a qui arrivent à perdre du poids. Mais le problème, c'est que le poids, c'est tellement un problème complexe qu'ils font une diète qui leur a appris pas suffisamment pour maintenir, pour conserver cet effort-là. Ils vont avoir la chirurgie, puis après ça, ils reprennent du poids. Donc, ils ont... Mais c'est pas tant le résultat, c'est la peine que ça cause à la personne d'aller chez le médecin et de se sentir jugée par le médecin qui devrait comprendre mieux que personne. Donc, les préjugés dans la société, il y en a, et il y en a encore beaucoup auprès des médecins. Tu sais, on a démontré maintenant que l'obésité, c'est une maladie chronique. On l'a mentionné tantôt. Qu'est-ce que ça veut dire? Une maladie chronique, c'est quelque chose qui est récurrent et qui ne s'en va pas et qui a besoin d'être traité, puis traité à long terme. À long terme, oui. Donc, on n'aurait jamais cette réaction-là, un patient qui va voir son médecin puis qui fait de la haute tension. Le médecin va lui donner une prescription de haute tension sans préjugés, sans jugement. Sans jugement, oui. Mais il arrive, il est obèse. Là, il dit, bon, va faire de l'exercice puis commence à manger mieux. Puis, à la conférence des médecins, on parlait de ça. Hein? On a parlé de démontrer combien c'est encore... Ça court encore les rues. Votre médecin vous a peut-être déjà dit. Puis là, on se tourne parce que le médecin, c'est la personne experte dans notre vie. On dit, mais doc, qu'est-ce que je peux faire? C'est censé m'aider, me soutenir, en fait. Oui, c'est ça. Il dit, je peux pas te donner d'idée, là, mais tu peux te référer à une diététicienne qui, encore là, va regarder seulement qu'à l'aspect nourriture du problème. Alors, de commencer à penser que c'est un problème chronique, c'est de se faire un baume à soi-même et de dire, bon, OK, je suis pas toute seule dans cette affaire-là, puis j'ai besoin de trouver une solution qui traite
tout le problème, pas juste un petit morceau du problème, parce que c'est à coup de diète qu'on devient obèse. OK, d'accord. Il nous reste 2 minutes, mais on va aller avec ce que tu voulais mentionner. Oui, OK. Le bulletin. Alors là, Obésité Canada, ça c'est en place depuis 14 ans à peu près. À chaque 2 ans, ils font un sommet et ils font un bulletin, pardon. Okay. C'est le bulletin sur l'accès des adultes au traitement de l'obésité. Okay. Pour montrer qu'est-ce qu'on a. On a accès à quoi? Est-ce qu'on a 2 secondes encore? Oui, on a du temps. OK. Alors, de un, reconnaître que l'obésité, c'est une maladie chronique, c'est encore juste un petit peu de toute la communauté des professionnels de la santé qui le reconnaissent. L'accès à des approches multidisciplinaires. Pas juste l'approche... C'est ça que tu as dit. C'est pas juste un petit problème qu'il faut régler dans un petit coin. C'est vraiment couvrir tout le problème. Exactement. Alors ça, cet accès-là, c'est encore très limité. On a toute l'industrie de perte de poids qui crie très fort et qui fait du marketing à coups de millions. Parce qu'ils en ont, évidemment. Et on a des ressources limitées du côté des médecins. Alors, l'accès est très limité aux ressources multidisciplinaires. Okay. Accès à des problèmes avec surveillance médicale, encore, c'est même pas couvert. C'est pas couvert par le programme de l'Ontario de la santé, c'est pas couvert par les assurances. Et l'accès aux médicaments anti-obésité, bien ça, c'est pas couvert par la santé en Ontario. Et les programmes d'assurance médicale privée, il y a juste 20 qui couvrent ça. Alors, tu vas rester avec nous parce qu'on va essayer de décortiquer un peu le bulletin. Il va nous rester 1 minute à la conclusion, ça te dit? OK. Alors, nous, on part à la pause et juste après, avec elle, on va découvrir plus en profondeur le bulletin qui se trouve devant nous. Alors, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. J'ai retrouvé les mots de passe que j'avais oubliés. Ils m'ont maudit les belles malchances. L'événement Porte ouverte Ottawa est de retour les 1er et 2 juin. Ne ratez pas l'occasion de découvrir gratuitement plus de 130 édifices, points d'intérêt et sites parmi les plus intéressants d'Ottawa. Laissez-vous séduire par des lieux ancestraux, plus récents ou très sympas. N'oubliez pas d'apporter votre appareil photo et de participer à notre concours sur Instagram. Une navette gratuite desservira également le centre-ville. Dès le 20 mai, procurez-vous le guide de Porte ouverte Ottawa dans les cafés Bridgehead. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site ottawa.ca. Cette semaine, c'est ma bonne amie Cécile Boudreau-Pagé qui passe nous voir. C'est pas mal la doyenne du conte dans la région. Fait que j'espère que vous allez venir vous joindre à nous. Viens que je te raconte. Mercredi 19h30 sur TV Rogers. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Cette semaine, à Regard, on rencontre l'auteure, compositrice, interprète Janie René et Marie-Ève Séguin nous parle de photographie dans le cadre de son exposition au MIFO. Regard, jeudi 19h sur TV Rogers. Alimentaire. Pas juste alimentaire. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On continuait de discuter du bulletin et puis tu nous disais que la chose à faire, c'est de changer vraiment les habitudes alimentaires. Là, tu me disais à moi, là. Oui. Tu sais, c'est que les changements, il n'y a personne qui aime le changement. Et voilà qu'on fait... Ouais, je suis obligée de t'arrêter, ma chère. Oh! Il n'y a pas juste moi ici, là, les autres s'en viennent. Oh, merci! Faites un vœu, ma chère. Alors, je fais le vœu de vous aimer tous. Merci! Fête, alors on espère que tu vas avoir des belles années avec nous. Oui! Et puis, je m'excuse d'avoir interrompu ta belle conversation, ma chère. C'est correct. Oui. Je mangerai pas de gâteau. Ah! Merci! C'est de faire ça en ondes en plus. Oui, c'est ça qu'on a pensé. On a dit, bon, ben là, pour regarder son poids, pour faire attention à son poids, on va y amener un gros gâteau pour voir si on est capable de la tenter. Merci à tout le monde! C'est bon. OK, puis qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine?
on va sortir manger et puis danser un peu avec des amis, là. Excellent. Puis je vous reviens très en forme lundi. Alors, restez connectés parce que lundi, on va rencontrer des personnes de Tourisme Ottawa. Je me suis fait le plaisir de passer cette heure en forme. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Donc, je m'appelle Mélanie Bégin et puis je fais un focus à TV Rogers. Mes tâches principales seraient régie de plateau, assistante à la réalisation et caméraman, ainsi que graphique. Donc, je trouve que tout le monde devrait passer à Rogers, tant qu'à être invité ou bénévole, au moins d'essayer une fois parce que, en fait, tu apprends tellement de choses et des choses que tu ne croirais pas apprendre. La Croix-Rouge canadienne répond présentement à des inondations printanières en Ontario, au Nouveau-Brunswick et au Québec. Ces inondations ont des répercussions sur la vie de milliers de Canadiens. Vous pouvez aider. Pour faire un don au Fonds de secours, visitez le site web de la Croix-Rouge ou téléphonez le 1-800-418-1111. Vous regardez TV Rogers.